Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la collection Grands auteurs de l'Association française de droit du travail. Et nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Mioncan, professeur émérite à l'Université Paris-Nanterre. Bonjour Antoine Mioncan, vous n'avez jamais étudié à l'université le droit du travail? Absolument. Je ne sais pas si j'en dois être fier, mais j'ai fait des études de droit et d'économie. Et en 1968, j'étais en troisième année, l'année où on étudiait le droit du travail, et j'ai été dispensé de suivre et ensuite de passer l'examen de droit du travail. Donc le droit du travail, ça a été une lente et surprenante découverte. Donc vous avez étudié à l'université Paris 2, donc à Assas, et vous vous êtes spécialisé en fait en droit international. Alors j'avais deux passions en réalité. C'était d'un côté le droit international et l'économie. J'ai fait des études d'économie assez longues, et donc je m'intéressais plutôt au capital qu'au travail. Et vous commencez une thèse avec François Terré? Oui, donc en 1970, après être devenu d'ailleurs avocat stagiaire en 1969, j'entame une thèse de droit de l'économie, exactement, droit de l'économie avec François Terré. En même temps, je suis assistant et le droit du travail est toujours aussi loin de moi. Vous passez l'agrégation. Voilà, et le premier rendez-vous avec le droit du travail, c'est après l'agrégation. Donc je suis nommé professeur à l'université de Caen en 1975, et un de mes chers amis professeurs dans cette université s'ennuie en enseignant le droit du travail. Et il est très content de me voir arriver, et il m'adresse une prière: si tu pouvais me remplacer et enseigner le droit du travail, ce que j'ai fait, parce que je ne voulais pas le contrarier. Donc ça a été la première occasion de réfléchir vraiment au droit du travail, et donc de lire tous les manuels, tous les ouvrages. Et je n'étais pas très content de mes lectures. Et puis, l'autre alluvion, l'autre fleuve qui m'a amené au droit du travail, c'est plutôt l'activité d'avocat, parce que j'appartenais à un grand cabinet comme avocat stagiaire, puis comme avocat collaborateur, et j'avais une grande latitude, je pouvais m'occuper d'autres choses. Et donc en 1976-77, j'accepte de m'occuper de l'union locale CGT de Poissy, animée par une femme tout à fait remarquable dans ce monde d'hommes, très machiste. Et je vais m'occuper d'essayer de donner un peu de liberté aux travailleurs du site de Simca, Talbot, à Poissy. Et je vais faire nommer, ce qui était la première, une commission de contrôle des élections, formée d'une vingtaine de conseillers d'État, une quinzaine de magistrats de l'ordre judiciaire et quelques inspecteurs du travail. Et à cette occasion passionnante, je demande à la CGT de travailler avec un autre avocat qui a joué un grand rôle dans ma vie amicale et intellectuelle, Thienot Grimbach, qui était avocat au barreau de Versailles et avec lequel je vais entamer une aventure intellectuelle de plus de 30 ans, création de revues, animation de séminaires, de formations syndicales, invention de stratégies syndicales. Donc c'est comme avocat que vraiment je pénètre profondément dans le droit du travail. Le cabinet pour lequel vous travaillez, c'est le cabinet Badinter-Bredin. Vous êtes donc avocat et parallèlement, vous étiez à Caen au départ et vous allez être nommé
à Nanterre, et c'est la grande aventure de l'Université de Nanterre qui commence pour vous, où là, vraiment, le droit du travail se révèle dans toute sa puissance. L'Université de Nanterre avait connu un drame, le départ de 40 professeurs et même un peu plus, et les survivants de cette aventure m'ont demandé si j'accepterais de venir les aider, ce que j'ai fait. Et là, j'ai eu la chance de tomber dans cette université atypique où tout était possible. Et auprès à l'époque de Jean-Maurice Verdier, qui était déjà professeur à Nanterre, Philippe Langlois, Marie-Armelle Souriac, Georges Borenfreund, qui va être nommé assistant aussi, nous entamons l'aventure de créer une sorte de pôle de droit du travail qui va, curieusement, parce que rien ne permet de l'expliquer, attirer des dizaines de jeunes doctorants. Enfin, ils viennent faire un 3e cycle et puis ensuite un doctorat, et ensuite ils vont être installés dans les universités de France et de Navarre. Voilà. Donc là, c'est le moment où vraiment l'enseignement m'accapare complètement. À partir de 1977, je vais d'ailleurs progressivement abandonner toute activité d'avocat. Ce que je ferai en 1979, je me ferai même au maître, ce qu'on me l'appelle, et je me consacre à toutes les activités liées à la qualité d'universitaire, donc des conférences, des animations de centre, des directions de thèse. J'ai aimé ça. Je peux dire que j'ai aimé être enseignant. J'ai même été passionné d'être enseignant à Nanterre, parce que Nanterre, c'était vraiment ce qu'on pourrait appeler la mixité. C'est-à-dire, il y avait à la fois des jeunes filles de Neuilly et des jeunes gens de Gennevilliers. Et le fait de parler de droit du travail à ce monde vraiment très, on va dire, bigarré, était pour moi à la fois passionnant, compliqué. Parce qu'il ne fallait pas non plus que je renonce aux idées auxquelles je tenais, mais il fallait que j'adapte en permanence mon langage. Et c'est un véritable bouillonnement, la fin de ces années 70, et vous prenez toute votre part à l'alternance politique qui est en train de se préparer avec l'élection de François Mitterrand en 1981. Alors j'ai eu la chance, en effet, de vivre probablement la décennie la plus passionnante pour le droit du travail, c'est-à-dire la décennie 70, début 80. Et en 1981, Robert Badinter, garde des Sceaux, avec qui j'étais amicalement lié, m'a demandé de rejoindre son cabinet. Je suis donc devenu chargé de mission auprès du garde des Sceaux. Et heureusement, Robert Badinter n'était pas ministre du Travail, parce que je ne voulais pas contribuer de manière directe aux réformes du droit du travail, mais j'y ai pris ma toute petite part en travaillant avec les députés au moment de l'adoption des lois Auroux. Et surtout, Robert Badinter m'avait demandé de prendre en charge la réforme du droit des entreprises en difficulté. Et donc pendant 3 ans, avec une commission dans laquelle je signale figurait un collègue vraiment très cher qui est mort très tôt, Michel Gentin, nous avons rédigé la future loi de 1985. Et cette loi de 1985, vous la décrivez comme une loi procédurale. Oui. Et ça va être aussi très important dans votre réflexion, la procédurisation du droit. Oui, c'est-à-dire, j'ai la conviction, dès cette époque, que le droit a, parmi les fonctions très générales qu'il a, le rôle de concilier des mondes différents.
des valeurs différentes. Et comment peut-il concilier ces valeurs? À travers des processus de mise en discussion et éventuellement ensuite de décisions judiciaires qui composent ces valeurs. C'est ce qu'on a appelé après la procéduralisation du droit, qui n'est pas toujours comprise. Enfin, la loi de 1985 est l'exemple même d'un droit procédural. Et après 81, donc on a les fameuses lois Auroux. Donc vous diriez que c'est un nouveau droit du travail ou que c'est un effondrement du droit du travail? Alors, à l'époque, enfin, le début de l'effondrement du droit du travail. Non, mais à l'époque, on a deux discours dans lesquels il faut peut-être pas entre lesquels prendre parti, c'est pas sûr, mais il faut prêter attention aux deux discours qui sont des discours très fermes. Le premier discours, c'est tout ça, c'est nouveau. C'est un nouveau droit du travail. Et donc certains vont dire c'est une révolution, la citoyenneté dans l'entreprise, etc. Et puis l'autre discours qui commence à s'affirmer, c'est que le droit du travail est en train de s'effondrer. Et donc, ça vaut la peine de consacrer ensuite tous ces investissements intellectuels à démêler disons la contradiction entre ces deux propos. Et je ne pense que ni l'un ni l'autre n'est vrai d'ailleurs. C'est-à-dire, ce n'est pas un droit nouveau, c'est certaines évolutions. Et par ailleurs, l'effondrement, c'est un terme très polémique qui a été utilisé et auquel je ne crois pas non plus. Si on peut revenir un peu à votre travail à Nanterre, à cette époque-là, vous commencez à diriger des thèses. La première thèse, je crois, vous dirigez la thèse de Charles Hanoun. En fait, mes souvenirs sont plus précis aujourd'hui. La première thèse que j'ai dirigée, c'est la thèse d'Anne Lebaille sur le droit du travail et la sous-traitance. À Nanterre, elle s'inscrit en 1978 et elle soutient en 1982. Et ensuite, celle de Charles Hanoun sur les groupes. Ça montre que ce qui m'intéresse, c'est quand même les formes du capital et les rapports avec le droit du travail, puisque ces thèses sont des thèses qui ne portent pas sur les conditions de travail, mais plutôt sur l'influence ou le rôle en droit du travail des formes dont se dote le capital. Sous-traitance, c'est-à-dire l'extériorisation, à l'époque on commence à en parler, et puis les groupes avec la thèse de Charles.